Bienvenue au Polysécure, épisode technique. Je suis avec Sébastien. Ouais, merci Nicolas. Donc oui, Sébastien, donc de la société Elastic. Je vais me présenter rapidement. Donc Sébastien Michel, c'est le chef architecte chez Elastic. Alors j'ai un rôle d'avant technique. Je suis chez Elastic depuis 3 ans et demi et je suis basé en Suisse romande à Genève. Super. Justement, là, on avait déjà abordé un premier volet d'Elastic. C'est-à-dire de fond, on a parlé de la technologie elle-même, comment les composants s'articulent, et ainsi de suite. Elastic est très présent et encore plus présent maintenant dans le volet sécurité, cybersécurité de la journalisation, de toute cette gestion-là. Là, on va aborder deux facettes très importantes, c'est-à-dire soit le volet journalisation pure et dure, le SIEM, qui est inclus à Elastic, et tout le volet qui a été hérité de Endgame, l'acquisition d'Endgame, qui est dans le fond toute la gestion des endpoints, qui est nommé maintenant XDR au niveau de Elastic. Je vais te laisser commencer avec le volet qui te plaît le plus. D'accord. Bon, en fait, effectivement, là, juste un petit rappel, le Elasticsearch, donc c'est vraiment c'est le data store où on stocke des documents au format JSON qui permet d'adresser 3 solutions. Le search, c'est vraiment ce par quoi on a commencé. L'observabilité, qui sont la combinaison des logs, des métriques, de l'APM et de la métrologie. Et enfin, la sécurité, où on a vraiment 2 pans bien distincts mais qui fusionnent sous le nom de XDR. Le SIEM d'un côté, donc l'évolution du log management et la partie endpoint. Alors effectivement, initialement, Elastic était très très utilisé sur la partie log. C'est facile d'ingérer les données, facile de les retrouver dans des temps de réponse assez courts, et cela quel que soit le volume de données. Alors, la partie Elastic Sécurité va beaucoup plus loin que du stockage de log. C'est vraiment un outil qui permet d'une part d'ingérer des logs, de faire de la corrélation, de déclencher des alertes, et puis également de faire des actions en sortie de ces alertes. En termes de data source, on est assez varié. Je pense qu'aujourd'hui, on est capable d'ingérer quasiment toutes les sources connues. Alors, il y a bien quelques équipements exotiques qu'on ne peut pas gérer nativement. Alors, ça passe par un petit peu de travail d'interfaçage, mais on est capable de les ingérer. Et puis après, on a la partie endpoint, donc la partie vraiment EPP, EDR, héritée du rachat d'Endgame en octobre 2019. On arrive tout juste à la parité du endpoint, c'est-à-dire qu'on est aujourd'hui capable, donc, bien entendu, de faire toute la détection via la collection de la télémétrie sur le poste de travail ou le serveur, mais également de faire des réponses, c'est-à-dire être capable de faire des actions. Alors, on pouvait déjà isoler le poste, c'est-à-dire qu'on va isoler le poste pour qu'il ne puisse communiquer qu'avec le cluster Elastic pour pouvoir faire les investigations. Maintenant, on va être même capable d'uploader un script, l'exécuter à distance, effacer des fichiers, modifier les clés de registre, et ainsi de suite. Vraiment la partie response de EDR. Et l'ensemble des deux, on ce qu'on appelle chez Elastic XDR, pour Extended Detection and Response. Parce que finalement, les données de télémétrie, donc tout ce qui est lié au process, aux fichiers, au chargement des DLL, les requêtes DNS, les accès réseau, tout ça, c'est une des informations capitales pour le SIEM, mais on est capable également de protéger le endpoint localement via des modèles de machine learning. Mais la télémétrie de l'EDR permet de donner beaucoup de valeur en fait aux alertes. Et lorsqu'on les corrèle avec toutes les autres sources de données, ça peut être les logs de payroll, les logs AD, ça peut être les proxys, les reverse proxys. Quand on met tout ça bout à bout, en ensemble, on est capable d'avoir vraiment des détections de signaux faibles qu'on n'aurait pas pu faire autrement. Donc c'est vraiment l'ensemble de ces données qui nous donne la valeur en fait à la donnée. Aujourd'hui, la sécurité, c'est qu'un problème de données. Quand on est capable de récupérer les données, de les analyser, on est capable d'identifier les signaux faibles ou les comportements illégitimes ou suspicieux. Oui, puis je trouve ça très intéressant le volet que la remontée d'informations de télémétrie par l'agent EDR qui a été mis sur le poste. Si on compare à des solutions EDR d'autres fabricants, on n'a pas accès à cette information-là en tant que tel. On aurait juste accès à l'information finie, c'est-à-dire qui a été analysée et il nous donne les signaux qui ont été détectés avec peu de valeur autour, contrairement avec Elastic. Par exemple, cependant, ça génère un énorme volume de données. Il faut faire attention, il faut en tenir en compte. Mais cela étant dit, c'est qu'on a une visibilité
très grande sur ce qui se passe. La télémétrie, elle est très intéressante. À certains égards, si on va sur le monde Windows, elle est comparable à un Sysmon, par exemple, en termes de qualité de télémétrie. Donc, on est capable d'avancer très loin. Puis, on a l'équivalent sur Mac et sur Linux aussi qui est accompagné. Fait que pour moi, comme pour avoir travaillé dans ces environnements-là, cette quantité d'informations qui m'est disponible et pas juste le résultat final, ça aide beaucoup à comprendre ce qui se passe et à agir de façon supérieure que dans des circonstances où on reçoit juste le résultat qui a été que le endpoint était infecté puis qu'on doit le fermer. Exactement. Alors, effectivement, comme tu le soulignes, la quantité de données envoyées depuis endpoint via le cluster Elastic est assez importante. Grosso modo, on parle de 100 mégas par jour par endpoint. Donc, quand on commence à avoir quelques milliers d'endpoints, ça commence à faire des gros volumes. Après, on n'est pas obligé de les garder trop longtemps, parce que généralement, quand on a une alerte, on fait l'investigation sur les quelques jours, quelques semaines qui précèdent. Et Elastic a introduit un nouveau tiering de données, ce qu'on appelle le frozen, donc la capacité de stocker les index, en fait, toutes les données d'Elastic dans un stockage à bas coût, typiquement du S3, du Blob Storage, ça c'est pas partie cloud, mais on-prem aussi. Aujourd'hui, tous les vendeurs de stockage supportent le protocole S3, ce qui permet de stocker vraiment des quantités astronomiques de données de sécurité. Et puis là, quand on fait du forensic, on est capable de revenir jusqu'à la source de l'événement. Alors bien entendu, les temps de réponse, on ne va pas parler en secondes ni en minutes, ça va être plutôt en heures, quoi. Mais pour la première requête, dès lors qu'on répète le type de requête, le chemin, en fait, le chemin d'accès aux données a déjà été travaillé, et donc la seconde réponse est beaucoup plus rapide. Juste pour donner quelques chiffres, on utilise chez Elastic une petite démonstration sur l'exécution d'un APT, et puis on regarde un petit peu les requêtes DNS sur un petit dataset, un 4 Tera de données, mais on le sert par un nœud frozen de 4 gigas, donc c'est vraiment pas beaucoup. Alors la première fois qu'on fait, l'idée c'est de trouver toutes les requêtes DNS correspondant à un domaine. La première itération, on parle de 10-15 minutes. La seconde, on parle de 15 secondes. Oui, mais c'est ça, quand on est rendu à faire du hunting de cette nature-là, justement sur des données qui sont, on pourrait dire, patrimoniales à la limite, parce qu'ils sont dépassés dans le temps, c'est effectivement, on peut s'y attendre. Faut monter la réflexion aussi du SOC en conséquence de ces délais-là, parce que quand on commence à chercher dans ces sphères-là, c'est parce qu'on a eu un signal ou des signaux présentement qui nous exigent justement d'aller chercher plus loin dans le temps on aurait fait normalement, là, tout dépendant les différents setups, mais par expérience, il faut avoir à peu près 3 mois de données vivantes avant de commencer à tomber justement pour être capable de remonter sur à peu près la fenêtre d'intervention des malveillants à l'heure actuelle. Là. Donc ça, c'est vrai, moi, c'est assez récent comme pratique. Et effectivement, je rebondis sur le fait que certains de nos concurrents ne fournissent que l'alerte. Et c'est là tout l'avantage d'Elastic, d'avoir une défense à plusieurs niveaux. C'est que d'une part, on a le endpoint qui fait une protection. Alors la partie EPP qui est aujourd'hui disponible en basique, c'est-à-dire pour tout un chacun sans aucun coût de licence. La partie EDR est disponible depuis la version Platinum, donc c'est un niveau de souscription. Et donc on a déjà une première étape de protection à ce niveau-là, d'accord, avec une alerte silencieuse ou pas, bloquée ou pas, on peut juste loguer et alerter sans informer l'utilisateur, ou au contraire le bloquer. Et puis après, on a la défense, on va dire, de second niveau, où là, on est capable de corréler les informations via le langage EQL qui a été introduit avec Endgame, c'est Event Query Language. À la base, Elasticsearch, c'est un moteur de recherche. Donc, on sait faire des searches avec un certain nombre de critères, ou en tout cas de ressemblances, on a un certain nombre de mécanismes. Par contre, trouver des séquences, c'était assez difficile. Typiquement, je cherche un login Windows suivi d'une requête DNS sur un domaine, tout ça dans une fenêtre temporelle de 3 minutes, mais Elastic va me sortir immédiatement la liste de toutes ces séquences. Donc en termes de corrélation, c'est assez intéressant. On est capable également de croiser les sources de données. Parce que je peux regarder ce qui se passe sur un poste de travail suivi d'une séquence par exemple sur le firewall, savoir s'il y a vraiment des données qui sont sorties. Voilà. Et ça permet vraiment d'avoir une vue complète. Et une fois que finalement, soit on utilise effectivement le Query Language pour trouver des séquences, on fournit également nativement un certain nombre de jobs de machine learning
pour détecter des comportements inhabituels, difficilement en fait, modélisables avec des alertes standards. Parce qu'il y a trop de données. Si on met les seuils trop hauts, on voit rien. Si on met les seuils trop bas, on est spammé d'alerte. Et donc, une fois qu'une alerte est déclenchée, on peut ensuite l'envoyer, alors soit dans du Slack, dans du Teams, dans ce qu'on veut, mais également vers des sorts, IBM Resilient ou SecOps de ServiceNow. Et évidemment, on supporte le webhook, Elastic étant une solution API-driven. Voilà, tout peut se faire soit via l'interface, soit en ligne de commande, mais également faire des requêtes web service via un système externe. Ouais, d'ailleurs, c'est très intéressant. Tout le volet API permet justement un interfaçage avec les autres systèmes ou un interfaçage même pour les traitants qui veulent aller chercher, au lieu de peut-être aller avec l'interface, ils vont directement avec des requêtes construites ou ils peuvent construire même des structures qui leur permettent d'alimenter d'autres systèmes assez aisément. Puis la puissance de ce langage-là, elle est quand même assez étonnante là, pour ceux qui ont commencé à jouer avec ça vraiment. On peut aller chercher des affaires qui seraient un peu plus lourdes à aller chercher par interface graphique, là, aller avec le Kibana même. C'est vraiment très, très puissant. Toute la capacité cachée, disons, par API. Effectivement, en fait, le temps de réponse est toujours très court, on parle toujours de quelques dizaines de millisecondes, quelques centaines. Après, on a le temps de rendu HTML. Aujourd'hui, c'est pas un secret, beaucoup de temps processeur n'est plus sur le serveur d'application ou le serveur web, mais sur le poste de travail. Il y a du JavaScript. Et ce qui fait que, en fonction du poste de travail que l'on a, on peut avoir des temps d'affichage et de rendu qui peuvent être courts ou des fois un peu longs, notamment, je pense, aux entreprises qui ont un vieux socle informatique avec des vieux navigateurs. Voilà, des fois, l'expérience peut être un peu déroutante, mais effectivement, avec l'API, on peut aller chercher l'information en quelques instants, mais surtout, on est capable d'industrialiser un certain nombre de choses. Typiquement, on a une alerte dont on est sûr que lorsqu'elle se déclenche, c'est pas du tout un faux positif, on a une bonne confiance, on peut directement aller faire un call API qui va lancer un script pour fermer des ports d'un firewall, isoler un poste, ou ne serait-ce même de faire sonner le mobile de la personne qui est astreinte. Très intéressant. Ça, c'est-tu le volet automatisation? Je sais que tu as mentionné un peu le volet machine learning qui est quand même malheureusement licencié là, pour ceux qui veulent jouer gratuitement avec. Mais cela étant, ce machine learning-là permet justement de faire ressortir des signaux faibles qui, normalement, ne pourraient pas être décelés par des requêtes standards. Est-ce que tu peux approfondir un peu sur... Bien sûr, ouais, alors, juste pour présenter un petit peu dans Elastic, on a deux types de machine learning. On a le machine learning dit supervisé et non supervisé. Alors, supervisé, c'est plus à destination des data scientists. On est capable de faire des transformations. Donc, lorsque les données sont ingérées dans Elastic, on fait des points de pivot pour reconstruire de nouvelles données et ensuite faire du machine learning dessus. Donc, en créant des modèles, en faisant apprendre ces modèles, en fait, en enrichissant ces modèles avec les données qu'on a stockées. Voilà, pour un certain, on va dire, bagage de data scientist pour y parvenir. Ensuite, on a le machine learning non supervisé, et là, c'est plutôt destiné à la partie SIEM. Donc, on en a, je ne sais plus, 60 ou 80, je ne sais plus de job. Vraiment out of the box. On a juste besoin de cliquer et c'est active. L'idée, c'est une approche statistique. C'est de comprendre la saisonnalité d'une donnée et d'être capable, finalement, de mettre en place des alertes complètement dynamiques en fonction du jour, du moment de la journée ou du moment dans la semaine ou dans le mois. On va prendre un exemple très simple. Si on s'amuse à regarder le nombre de tentatives d'accès infructueuses, on sait très bien que le lundi matin, les mots de passe, ça explose. Les gens ont fait la fête, ils étaient en week-end, ils sont partis en vacances, ils ont oublié leur mot de passe, donc on a forcément beaucoup plus de failed login le lundi matin que le mercredi ou le jeudi matin. Et donc finalement, si on met un seuil statique, le lundi matin, on va recevoir beaucoup trop d'alertes. Donc là, le machine learning est capable de dire, attention, le lundi matin, voilà, j'ai tant de logins par quart d'heure ou par 35 minutes. J'ai une probabilité d'être en fait, on calcule pour chaque point une borne haute et basse, et j'ai une probabilité d'être en dehors de ces bornes. Et plus la probabilité est faible, et dès qu'on s'en écarte un petit peu, on va avoir une alerte assez élevée. Par contre, si on a une forte volatilité, donc des bornes hautes et basses sont très très espacées, en plus avec une probabilité qui est très élevée d'en sortir, finalement, on peut déclencher des alertes, mais de niveau très faible. Ça, c'est un exemple, voilà, en termes
de fonctionnement. Après, si on l'applique purement au job qu'on fournit, je vais prendre un exemple, on a des fonctions intéressantes comme les login time. On est capable de détecter en fait les erreurs habituelles de login d'un utilisateur. Alors, quand je dis d'un utilisateur, c'est qu'en fait, soit on regarde au niveau global de tout utilisateur, ou bien on construit un modèle de machine learning par utilisateur. Ce qui fait qu'on a un petit peu la cartographie de chaque utilisateur. On sait que le lundi matin, il se connecte depuis telle adresse IP entre 8h et midi, ou entre 8h et 10h. Si ce n'est pas le cas, on peut générer des alertes. Un autre cas, une autre fonction très intéressante, c'est la fonction rare. En fait, plus un élément est rare, plus pour Elastic il est important. Par un exemple, on regarde la liste des process sur la machine Linux. Quand la machine tourne depuis un certain temps, le nombre de process qui tournent, le nombre des process est à peu près standard, et puis les heures d'exécution sont à peu près réglées via l'écran de table. D'accord ? Donc dès lors qu'on a un nouveau process, on peut être alerté. Mais on peut aller encore plus loin, on peut faire des jobs de population. C'est-à-dire qu'on peut comparer une entité par rapport à un ensemble. Je reprends l'ensemble de mes machines Linux et donc j'ai la cartographie de chacune des machines et je sais grosso modo tous les process qui tournent sur chaque machine. Par contre, si j'ai une machine qui se comporte différemment des autres, notamment en termes de fréquence de lancement de process, en termes de CPU, en termes de réseau, en termes de communication vers des IP spécifiques, eh ben, je peux être alerté. Donc c'est vraiment, là on est capable d'aller vraiment, c'est vraiment l'aiguille dans la botte de foin. Si on le fait à la main avec des search, des watchers pour ceux qui ont connu, qui utilisaient ça auparavant, bon courage. C'est juste quasi impossible. Donc quand on met d'un côté la corrélation, le search et le machine learning, on est sacrément bien armé pour trouver les signes faibles et donc finalement protéger le système d'information de votre entreprise. Ouais, c'est ça, puis c'est important parce que tu sais, pour plusieurs personnes, le machine learning, c'est magique, là, il y a comme quelque chose, mais là, c'est le fun, tu l'expliques de cette façon-là, c'est que ça crée une nouvelle donnée basée sur de l'analyse temporelle ou statistique de ce qui s'est passé. Fait que c'est cette nouvelle donnée-là qui est utilisée pour comme signaler s'il y a une divergence face à la normalité. C'est très intéressant, puis justement, c'est virtuellement impossible de créer autrement que de justement recréer une nouvelle information qui est utile à l'analyse. Puis je pense que ça va éclairer un peu comment les gens doivent aborder le machine learning aussi, là, étant pas magique, mais étant un outil très puissant qui, bien utilisé, nous amène à une zone beaucoup meilleure. C'est pas magique. Alors les jobs qu'on fournit nativement sont faits pour fonctionner dès que des données sont disponibles. Dans Elastic, on utilise un format, une nomenclature qui s'appelle ECS, pour Elastic Common Schema, qui permet de définir chaque attribut de manière unique. Typiquement, l'adresse IP source, elle est toujours représentée de la même manière. L'adresse IP destination, également. Un process, pareil. Le nom du process, les arguments du process, tout ça, c'est toujours la même chose. Ce qui permet d'avoir des jobs de machine learning qu'on peut activer très facilement. Après, comme tu soulignes justement, c'est pas magique, mais c'est facilité. C'est-à-dire que dans le machine learning non supervisé, c'est le moteur élastique, le moteur de machine learning élastique, qui va créer le modèle pour toi et qui va l'enrichir avec les nouvelles données. En fait, chaque donnée qui rentre dans l'élastique, elle suit un cycle de vie. On ne peut pas garder les données ad vitam aeternam, donc à un moment, elles disparaissent ou en tout cas, elles vont, dans le cas le plus favorable, vont dans la partie frozen. Chaque donnée qui arrive, en fait, va permettre d'enrichir le modèle, mais vont être aussi confrontées au modèle. C'est-à-dire que voilà, j'ai des nouvelles données qui arrivent, on regarde toutes les 5 minutes, par exemple, donc on regarde l'agrégat de 5 minutes. Est-ce que cette nouvelle valeur est dans ce qu'on attend ou pas de cette donnée? Oui, non. Oui, ok, pas de souci, puis on met à jour le modèle. Non, on génère une alerte. On peut également gérer des calendriers pour dire, attention, les jours fériés, par exemple, on ne met pas à jour le modèle. On ne veut pas polluer le modèle, par exemple. Et puis, on peut utiliser pour plein d'autres choses. Alors, un petit peu en dehors de la sécurité, si je prends par exemple la bande passante, le point de sortie de concentration d'une société, on a des informations qui sont assez précises, on a énormément de données, on est capable de faire du forecasting. Alors, bien sûr, si on a 3 mois d'historique, j'aurais du mal à faire une prévision à plus d'une semaine. Mais plus on a de données, plus c'est précis. Et l'idée, c'est de dire, voilà, attention, je risque d'avoir cette valeur-là dans X temps, et puis on fournit finalement un graphe prévisionnel avec des bornes hautes et basses qui soient un petit peu l'indice de confiance du modèle. Et puis, ce qui est également intéressant, c'est que toutes les données qui sont stockées dans Elastic le sont dans des index. Et les modèles de machine learning sont stockés dans des index, mais les anomalies également. Ce
qui fait qu'on peut ensuite faire des searches ou du traitement directement sur ces mêmes alertes de machine learning. Et puis, si on va encore plus loin, on peut aussi avoir un index d'annotation en disant, voilà, à tel jour, telle heure, on a fait une mise en prod. Donc, on essaie de telle version à telle version avec un certain nombre de contextes, et on est capable de grapper d'avoir sur le même endroit, en fait, les alertes de sécurité avec les mises en prod. Donc, une vue plus opérationnelle, plus ops que sécurité. Oui, je trouve ça très intéressant parce que, on revient toujours à la disponibilité de l'information, contrairement à d'autres solutions où ces informations-là sont non accessibles parce qu'on a ce qu'on pourrait appeler des tables systèmes qui sont inaccessibles ou qui ne donnent pas l'accès. Fait qu'on a toujours la possibilité de réenrichir le propre modèle tout le temps, puis toujours d'aller jouer là-dedans. Exception des tables de configuration, là, ça, c'est préférable de ne pas y aller directement. Mais au-delà de ça, dans Elastic, on est capable de jouer avec les propres données. Puis tu as amené un axe intéressant, puis qui est vu au niveau du SIEM. Étant donné qu'il y a des alertes, des choses comme ça, il y a une gestion qui est entourée, puis l'interface est très intéressant. Puis je vais te laisser parler un peu de cette interface-là, puis comment on peut, ça va aider le travail de l'analyste de justement naviguer dans celui-ci. Ouais. Donc en fait, au niveau effectivement des alertes, donc on a un dashboard qui va présenter toutes les alertes qui ont été déclenchées. Alors on peut ventiler soit par nom de la règle, soit voilà, on prenait un certain nombre de règles nativement avec Elastic. Aujourd'hui, on a 600. On peut créer ses propres règles si on le souhaite. Et puis, on peut aussi les afficher sous forme de sévérité. On peut les afficher sous forme de mapping mitre. Voilà, on a un certain nombre d'informations. On peut aussi ajouter des alertes externes, hein, donc ça peut être du Suricata ou la partie endpoint. Et puis, enfin, tout en bas, on a la liste de tous les événements. D'accord, pour voir un petit peu si l'état de santé des données. On est capable de faire de l'enrichissement de la gestion, comme tu soulignais, via des feeds de threat intel, du MIS, du Recorded Future, de Alien Vault, où on peut en créer soi-même. D'accord, à partir du moment où on respecte le format ECS, il n'y a pas de souci. Ce qui permet notamment au niveau d'un truc tout bête, hein, c'est juste chaque fichier qu'on regarde, on calcule son hash, et puis on va vérifier chez VirusTotal, par exemple, ou Talos, est-ce qu'il est déjà connu. Tout bête, ça donne une information. Parce qu'en fait, plus on a d'informations disponibles pour l'analyste, plus facile sera ses décisions. Est-ce que c'est un faux positif? Est-ce que c'est une véritable alerte? Alors bien entendu, quand on crée les règles, on peut aussi, alors on définit les critères qui vont déclencher la règle, mais également on est capable de fournir un guide d'investigation, c'est-à-dire une espèce de tutoriel pas à pas. Qu'est-ce que je dois faire pour qualifier cette alerte? On va dire l'acquitté, ok, c'était un faux positif, je la mets de côté, ou bien au contraire, c'est une vraie alerte et je l'escalade. On a aussi un outil d'analyse qui s'appelle Timeline, qui permet une représentation graphique de tous les éléments qui sont intervenus dans l'alerte, tous les éléments importants. Et puis, quand on utilise le endpoint, on est capable de voir également ce qu'on appelle vraiment l'arbre des process. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a typiquement, voilà, on a Outlook qui a lancé Excel qui s'est relancé lui-même, se cacher. Et puis d'un côté, on a un binaire qui a lancé un cert utile et puis un Rundle L32 qui a fait 300 connexions réseau. Rundle L32, il ne fait pas de connexion réseau à la base. Et donc là, typiquement, on peut déclencher des alertes. Et on voit exactement ce qui s'est passé, combien de temps ça a pris, et on peut, après à terme, on pourra tuer tel ou tel process, le suspendre, et ainsi de suite. Mais on a une vue vraiment extrêmement précise et complète des informations. C'est vraiment ça. L'idée, c'est donner le maximum de valeur et de contexte à l'analyste. Aujourd'hui, on prend n'importe quelle entreprise qui a un SOC, les analystes sont débordés par les alertes. Ils ne savent pas par où commencer. Donc, si on est capable de les aider un petit peu en disant, voilà, commence par ces alertes qui sont pour nous les plus importantes, si on peut faire 80% du boulot rapidement, faisons-le. Et puis après, on est capable, au niveau de l'investigation, de faire des recherches ciblées avec des temps de réponse qui soient acceptables. Hein. Si on fait une requête et qu'on a pour 2 heures, la partie containment, elle va être un peu longue. Bon, voilà. Ouais, on a un peu plus de difficultés, effectivement. Il y a une certaine urgence à ce que ça réagisse. Puis de toute façon, dans des données vivantes, comme tu le mentionnes, c'est généralement assez rapide comme réaction, là, dans la mesure où nos données vivantes sont quand même suffisamment longues dans le stockage pour
qu'on y ait accès. Il y a aussi toute la gestion des alertes. Là, tu pensais justement qu'on est capable de rajouter du contexte manuellement, des choses comme ça qui étaient inclus à même l'interface. Et on n'a même pas besoin d'avoir un service nord ou un autre service à côté pour gérer ces alertes-là et leur cycle de vie, parce que le cycle de vie est même géré à même élastique au besoin. Là. Exactement, exactement. En fait, Elastic a un outil de case management. Si vous disposez déjà d'un outil de case management, on peut s'interfacer avec. Et voilà, c'est libre à l'utilisateur. Si toutefois vous avez voilà, par exemple un ServiceNow, quand l'alerte est clôturée dans ServiceNow, le statut est partagé dans Elastic. D'accord? Donc on n'a pas besoin de le gérer à deux endroits différents. Lorsqu'on crée l'alerte, on peut définir une sévérité par défaut, mais on peut également surcharger la valeur de la sévérité ou du risque directement avec une valeur de l'attribut du document. Typiquement, si on a déclenché une alerte parce qu'on avait quelque chose d'anormal, qu'on a corrélé ça avec un scan de vulnérabilité qui était critique, parce que le CVE, il y a un CVE avec un score CVSS à 10, et ben automatiquement, l'alerte, au lieu d'être en mode médium, elle est en critical. Donc, ça permet un petit peu d'avoir une matrice de risque un peu plus avancée. On a aussi également introduit de nouvelles notions de risque, de score de risque par machine, par IP, pour voir un petit peu quel était l'état de santé de chacune des IP. Et puis, au fur et à mesure, on ajoute de nouvelles fonctionnalités. Nicolas pourra le confirmer, mais le train de release d'Elastic est assez véloce. On sort une nouvelle release à peu près toutes les 6-8 semaines. Et puis, là, on vient juste d'introduire des notions intéressantes qu'on appelle le Session View, alors sur la partie Linux, qui s'appuie sur le protocole EVPF, qui permet de voir tout ce qui s'est passé au niveau du kernel et au niveau en fait, d'une session. Lorsqu'en fait, un process a lancé quelque chose, on voit tout ce qui se passe directement sur la machine sans y être connecté. Et donc, ça permet de comprendre des alertes ou en tout cas des comportements anormaux. Et puis, alors, je pense que ça échappe à personne, on a quand même Elastic a une volonté d'aller dans le cloud, mais les clients ne nous ont pas attendu. Il y en a un certain nombre qui sont déjà dans le cloud, et on est en train d'également d'étendre ce mécanisme de protection de l'EPPEDR aux workloads qui sont directement dans le cloud. D'accord? Donc d'une part, une partie, on va dire un petit peu policy compliance, je check toutes les configs de base pour s'assurer que je suis conforme à un certain nombre de CIS et que je ne prends pas trop de risques avec ma machine. Et puis après, il y a la partie vraiment détection des faiblesses, notamment en termes du comportement, toujours avec le machine learning, pour détecter les comportements malicieux. Donc là, on commence à avoir une vue complète de la posture de sécurité, aussi bien on-prem que dans le cloud, avec une vue synthétique. D'accord? Alors, on peut avoir un seul SIEM qui regroupe tout, ou au contraire avoir plusieurs SIEM, et avec les fonctions de CCS, donc Cross Cluster Search, et CCR, Cross Cluster Replication, de voir, en fait, d'avoir une vue complètement unifiée. Typiquement, imaginons, vous avez un SIEM au Canada, puis un SIEM en Europe. Ce sont deux entités différentes au niveau juridique, et donc elles n'ont pas le droit de partager des informations. Néanmoins, le Global CISO, lui, il peut avoir une vue un petit peu high level sans forcément aller dans le détail. Et donc, on est capable soit de faire une synchro des informations, ou au contraire, d'avoir une espèce de reverse proxy élastique qui va aller chercher des informations des deux parties pour créer des dashboards. Oui, c'est d'ailleurs les architectures types proposées, suggérées par Elastic sont justement de faire des clusters distincts, justement pour séparer une certaine information, là tu as mentionné de façon juridique, mais aussi par technologie ou par volume d'informations. Si on regarde, par exemple, comme le volet endpoint est très volumineux en termes de journaux, mais justement, lui dédier un cluster qui lui est propre. Mais la recherche intercluster, c'est magique, là. C'est merveilleux. Et puis là, on vient d'ajouter une nouvelle brique qui nous manquait, c'est Cross-Cluster Search hybride. Être capable d'agréger aussi bien des workloads, des clusters élastiques dans le cloud avec des clusters on-prem. Wow, ça va être pour bien des compagnies, ça va être très utile justement parce qu'il y a un certain volume qui est préféré d'être conservé sur site pour plusieurs raisons, ou même les données ne veulent pas les envoyer en info nuagique. On est vraiment dans un contexte qui est de plus en plus idéal pour la réalité dans laquelle on vit. Là. Exactement, et ça permet d'avoir typiquement, pour les clients qui ont déjà des workloads dans le cloud, déployer un cluster élastique chez leur cloud provider, soit via le marketplace ou sur leur propre infrastructure IaaS, le cluster est au plus proche des données.
D'accord. Donc, et puis ça permet de réduire les coûts aussi, hein, parce que comme on le sait, dès qu'on sort des données d'un cloud, ça commence à coûter un petit peu cher. Et puis un cloud, on produit beaucoup de données. Donc si on commence à sortir 4, 5, 6 terras par mois, bon, la facture elle risque d'être un peu salée. Donc là, l'idée, c'est finalement de stocker les données dans le cluster Elastic dans le cloud, et puis de envoyer que les alertes, ou en tout cas qu'un certain nombre d'informations, mais limitées. Mais on a une vue complète et globale des alertes et puis des informations. Effectivement, c'est un point majeur parce que je l'ai rencontré dans certains contextes d'autres SIM que je nommerai pas, qui vivent soit spécifiquement dans un des nuages, mais une fois qu'on essaie de bouger les données internuages, les coûts sont prohibitifs et n'empêchent justement l'usage, un bon usage de l'information puis à coût raisonnable. Fait que c'est très intéressant ces éléments. Est-ce qu'il y a d'autres morceaux qui s'en viennent dans le fond, tu as le droit de discuter là, naturellement, là, mais de composants de sécurité qui vont voir le jour, disons, dans les 6 prochains mois? Alors, oui, on a vraiment une offre, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, donc de CSPM, donc vraiment de Cloud Security Posture Management, donc alors on va s'appuyer sur le framework CIS, qui a l'avantage d'exister et d'être, que je trouve assez complet, en tout cas pour une première approche. Donc là, c'est vraiment avoir la partie Policy Compliance, voilà. Est-ce que mes workloads sont correctement configurés? Et puis on va faire la même chose sur les clusters Kubernetes. D'accord, s'assurer que les méthodes de déploiement, les manifestes, tout ça, ça répond à un certain nombre de règles. Donc ça, c'est la première étape. Et puis surtout, on devient de plus en plus, de mieux en mieux intégré au cloud, notamment avec la partie, en fait, on va aller chercher des informations des logs, en tout cas des cloud providers. On est en train de s'affranchir des agents. Quand on va être vraiment serverless, en utilisant, on pouvait déjà un petit peu le faire avec FunctionBit, mais là, ça va être nativement intégré dans Elastic pour être capable d'aller chercher directement les cloud trails et puis les équivalents des autres cloud providers. On va chercher directement les logs. Azure, on va aller chercher dans EventHub. Directement, le cluster Elastic sera capable d'aller chercher les informations et ne plus passer par un agent ou un bit pour aller chercher l'information. C'est super intéressant. Ça va améliorer bien des choses, justement, si on peut se débarrasser des agents. Il y a des bénéfices à les avoir, là, mais ça dépend de comment on a structuré nos choses. Exactement. Alors, l'agent sera toujours nécessaire pour on va dire tout ce qui est workstation, faut pas être clair. Néanmoins, le data center est en train de se déplacer du data center physique des clients vers les cloud providers. Alors, pas tous les workloads, mais de plus en plus. Et puis, voilà, quel intérêt à rajouter des machines pour aller chercher l'information si on peut aller chercher directement en API? Et puis surtout, au lieu d'aller chercher l'information une par une, on va aller chercher des gros blocs d'informations qu'on va gérer à la volée. Ce Elastic est très très bon pour ingérer des gros volumes de données. Ingérer des volumes de données un par un, ça prend plus de ressources que d'en ingérer quelques millions d'un. Très intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres composants qui s'en viennent qui seraient intéressants à présenter? Non, alors pour l'instant, c'est un petit peu ce qu'on a dans la roadmap. Alors, la partie CSPM, c'est pour très très bientôt. Cloud Security, on l'a annoncé publiquement, donc on est au début on a les premières briques qui arrivent. Mais ça, oui, ça va vraiment En fait, l'idée, c'est d'avoir une offre vraiment hybride, sur une partie on-prem, la partie workstation, certains serveurs vont rester dans on-prem, et puis la partie cloud, où les clients vont déporter leur charge et d'avoir une vue vraiment, vraiment globale. On a pu faire en fait la partie CSPM et puis la partie Session View, tout ça. En fait, il y a deux sociétés qui nous ont rejoint l'an passé, Build.io et puis CMD.security, qui permettait d'avoir cette vue assez fine grâce au protocole VPF. Il y a 18 mois, c'était pas dire un alien, mais c'était quelque chose qui était assez peu connu. Et là aujourd'hui, voilà, sur LinkedIn c'est tous les jours. C'est vraiment un composant qui est capable d'aller d'une manière très fine d'aller chercher l'information au niveau des serveurs Unix Linux, ce qui n'était pas possible avant, c'était plus compliqué.
Super intéressant. Moi, je trouve que ça fait un excellent tour d'horizon du volet sécurité. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voudrais rajouter qu'on n'aurait pas assez couvert ou pas couvert du tout? Clairement, on s'oriente en termes de gestion de la donnée. On a toujours notre 3-4 tiers de données, hein, le hot pour des temps de réponse très courts, warm pour plutôt du moyen terme. Le code et le warm, c'est la même chose, donc il n'y a pas de réplica. Hein. Dans Elastic, chaque donnée qui rentre est dupliquée, ce qui fait que s'il y a un nœud qui tombe, la donnée est toujours disponible. Et puis enfin, en bout de chaîne, on arrive sur le frozen. Donc là, l'idée, en fait, c'est vraiment d'arriver sur un système de découpler le storage du compute. Le compute, c'est vraiment ce qui va permettre d'ingérer la donnée, hein, de créer les index inversés, de normaliser la donnée. Donc ça, c'est très, très intensif au niveau CPU. On a la partie ensuite storage qui est très intensif au niveau IOPS. Donc l'idée, c'est d'arriver un petit peu à découpler les deux fonctions pour être capable finalement de stocker des gros volumes de données et de temps de réponse toujours assez bon par rapport, très bon, et puis en phase avec les attentes. D'accord. On peut pas, on peut avoir 10 pétas de données avec un temps de réponse à 10 millisecondes. Par contre, le cluster va être colossal. Et ça, c'est pas propre à Elastic, c'est quelle que soit la techno. Donc là, l'idée, c'est d'arriver à bien trouver le bon équilibre entre les différentes phases en fonction des besoins. Alors, en sécurité, généralement, on met quelques semaines, allez, entre une à 3 semaines de données hautes pour faire de l'investigation à chaud. Ensuite, on bascule quelques mois en warm, parce que on peut avoir encore des investigations sur plusieurs mois, mais généralement, au bout de 3 mois, on bascule tout en frozen parce qu'on n'a pas besoin d'avoir des temps de réponse extrêmement bons. C'est souvent on va calculer des KPI ou faire des recherches assez ponctuelles. Si vraiment on avait besoin d'avoir des données importantes, des données anciennes sur lesquelles on veut travailler, rien n'empêche de les basculer du frozen en hot ou en warm le temps de l'investigation. C'est possible. Un call API, on attend et puis c'est plié. Très intéressant. Oui. Autre chose? Non, je pense qu'on a une bonne couverture. En tout cas, j'espère que ça a suscité de l'intérêt chez les auditeurs de voir ce que fait Elastic Security. Merci beaucoup. Merci de ton partage. Merci pour ton temps. Merci à toi également.